à tous. Alors moi je suis Yvonne Kenum, je suis infirmière en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Je travaille sur une équipe mobile de crise et donc je fais de la recherche aussi sur les directives anticipées psychiatriques et le plan de crise conjoint. Et je vais laisser Stéphanie se présenter. Je pense que tu peux y aller. Oui, bonjour. Je suis Stéphanie Woolley, administrateur chargé des relations internationales pour Advocacy France, qui est une association hybride de personnes ayant une expérience, des usagers, des membres de la famille et des professionnels de la santé ou du social, mais ce sont les usagers qui ont la majorité dans l'association et qui s'occupent de sa direction. Nous avons dit ce qu'on appelle espaces conviviaux citoyens, agréés GEM, dans 5 régions de France. Donc, si vous êtes dans une région et vous voulez nous contacter, avec très grand plaisir. Cela nous permet de travailler du terrain jusqu'au plus haut niveau auprès de l'INUSP, qui est aussi le réseau européen des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie, dont je suis administrateur adjoint, avec Santé Mentale Europe, avec le Forum européen des personnes handicapées, avec Human Rights Watch, avec l'Union européenne, avec l'OMS, avec l'ONU, notamment dans le cadre du récent examen de la France par le Comité des droits des personnes handicapées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc déjà, je voulais te remercier, Stéphanie, d'avoir accepté ma proposition de cette présentation aujourd'hui. Alors, c'est un sacré pari, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre avec Stéphanie, en vrai, ici à Ajaccio. C'est un pari, mais on se connaît depuis cette année, parce qu'on a travaillé ensemble sur différents projets, notamment des commissions nationales sur les directives anticipées psychiatriques et les droits des personnes. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la recherche du rétablissement en santé communautaire et de voir quelle place est-ce qu'on peut donner, quelle place est-ce qu'on donne à la question de la justice sociale. Alors, du coup, cette communication, elle va venir aussi réinterroger plein de choses qu'on a entendues là sur ces 2 dernières journées. Et je trouve ça vraiment génial finalement, même si c'est pas évident de finir, d'être la dernière communication, de finir avec voilà, l'expertise aussi de Stéphanie là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour avancer les slides du coup? Ok, la télécommande, c'est mieux. Ok, merci. Tu veux celui-ci? Non, mais c'est plus facile que de... Tiens, comme ça, on est... Bon, encore, Alors, cette communication, en fait, d'où est-ce que l'idée m'est venue? On va pas vous demander de faire cette traduction qui est un peu rude. En fait, je lisais un article de recherche qui a été publié dans le Lancet, donc c'est vraiment la revue voilà, dans laquelle tous les grands docteurs veulent publier, etc. Et c'était un article en fait qui parlait voilà, des questions de contraintes qui m'intéressent et qui évaluait, comme on l'entend beaucoup, l'impact de certains dispositifs ou de la contrainte dans la communauté sur le recours aux hospitalisations, les durées d'hospitalisation, etc. Et puis, en fait, ils ont, avec cet article, publié une sorte de droit de réponse d'un panel de personnes concernées qui vient expliquer en fait à cette grande revue et à tous ces articles qu'en fait tout ce qui est taux de réadmission, durée d'hospitalisation, etc., en fait ça les intéresse pas. C'est un collectif de chercheurs qui est constitué de personnes concernées et de soignants qui viennent dire en fait tout ça nous parle pas du tout. Toutes les études qu'on voit, en fait, c'est basé là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qui fait vraiment que les personnes se sentent bien, leur bien-être, leur quotidien, ce qui a un impact réel, en fait, sur leur quotidien. Comment est-ce que ça influe leur origine ethnique? Parce qu'on sait qu'il y a des différences, par exemple, pour les questions de recours à la contrainte. L'idée de favoriser un modèle biopsychosocial vraiment en prenant en compte tous les aspects.
Vraiment, il revendiquait là l'idée d'avoir une expérience complète et qui venait prendre en compte aussi les questions sociales. Je vais laisser Stéphanie expliquer comment est-ce que justement cette question de la santé communautaire, elle est liée aussi au rétablissement. Voilà, donc on voulait vous rappeler quelques principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et surtout les grands principes d'égalité. Je vous recommande vivement ce rapport de Daniel Peras, qui était rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, qui est aussi pédopsychiatre lui-même. Et voici ce qu'il a dit dans son rapport au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le problème ne réside pas dans le diagnostic lui-même, mais dans les pratiques discriminatoires que subit la personne diagnostiquée, lesquelles peuvent causer plus de tort que le diagnostic lui-même. Les personnes concernées souffrent plus fréquemment des aspects discriminatoires et inappropriés des soins qui leur sont prodigués que des effets naturels des troubles de santé mentale qu'elles présentent. Et moi-même, c'est exactement mon cas. Donc, quand j'ai lu ce rapport, qui devrait être obligatoire en tant que lecture par toute personne intéressée par la santé mentale, vraiment, je vous le recommande vivement. Il est disponible en français. Et ça m'a soulagée, vraiment soulagée que quelqu'un comprenne. Et à ce niveau-là, en plus. Alors, un autre document très intéressant, également traduit assez récemment en français, malgré la date de ce document, qui est déjà sorti, je crois, en 2015. Ce sont les lignes directrices pour l'article 14. Et je vous laisse lire ces deux paragraphes qui sont extraits de ces lignes directrices du Comité des droits des personnes handicapées, qui est l'autorité onusienne pour expliquer aux États comment justement mettre en œuvre cette convention. Et ces justifications de besoin de soins, d'incapacité à consentir ou danger pour soi-même ou les autres sont vraiment basées sur des critères subjectifs, peuvent être largement interprétés et arbitraires et sont dénoncés par l'ONU. Donc, ce slide, vous l'avez déjà vu. Il y a un autre intervenant hier qui l'a présenté et qui explique aux yeux de l'OMS, de la famille onusienne, justement ce déséquilibre d'organisation. Ils ont bien analysé la situation. Ils ont compris qu'en fait, on est en train de faire tout le contraire de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'il y a un réel déséquilibre entre les besoins très élevés en auto-soins, entraide, et en haut, beaucoup moins besoin de services spécialisés et d'hospitalisation longue durée. Et on voit bien que cette pyramide, peut-être un jour, devrait être vraiment renversée. Il faut dire que quel autre secteur de la population se voit privé de ses droits sans preuve? Aucune autre branche de la médecine non plus n'a jamais été contestée depuis qu'elle existe et toujours, comme la psychiatrie. Je suis très honorée par votre invitation et mon message principal serait de vous demander de vous mettre à notre place, de réfléchir et croire dans notre humanité commune. Et être ici la seule personne présente affichée, parce qu'il y avait quelqu'un hier qui a parlé de son expérience personnelle, en tout cas pour moi affichée comme une personne avec une expérience vécue, n'est pas chose facile, même si statistiquement, vu le nombre de personnes dans cette salle, je pense qu'il y a forcément d'autres ici présents concernés, ce qui m'a rassurée un peu. Hein. Mais quand j'entends, comme hier, qu'il faut caser, entre guillemets, les patients, qu'il y a, entre guillemets, des patients qui sont à côté de la case et ne viennent pas au rendez-vous, ou encore ces signalements, ou l'émotion qui prime très souvent la culpabilité, notamment parmi les personnes ayant fait une tentative de suicide,
ou la notion du déni de la maladie, telle que vue par la psychiatrie, ou le problème quand, entre guillemets, tout le monde s'occupe du patient, mais qui décide du traitement ou de l'hospitalisation? Quand la réponse est évidente, qu'il doit s'agir de la personne elle-même. Il faut se demander pourquoi cette relation déséquilibrée de pouvoir entre les soignants et les soignés peut perdurer des années, avec un mensonge à la clé, vous le savez bien, avec les patients qui vont jeter leurs médicaments à la poubelle, qui vont pas les dire à leur psychiatre, qui vont cacher, et qui mène à un rapport vraiment d'inégalité de pouvoir. Et cette idée de humilité devant le savoir, ou quelque chose qui fait tiers, je ne peux pas l'accepter. On n'est peut-être pas égal en savoir, mais on est égal en droit. Et je préfère l'idée exprimée par Emmanueli hier, qu'il faut décentraliser ce qui se passe dans nos têtes. Ou alors ce qu'a dit M. Albertini dans son introduction, qui nous explique qu'il faut aller vers l'autre et non pas vers les passions. Alors, voici une idée de bonne pratique établie par l'OMS que vous connaissez peut-être, le programme Quality Rights. Et donc, c'est une initiative mondiale de l'OMS, extrêmement intéressant, conçu en respectant les principes de la CDPH de l'ONU. C'est vraiment un outil extraordinaire pour avancer vers cette approche basée sur les droits humains et centrée sur la personne et la volonté et les préférences de la personne. C'est le CCOMS, le centre collaborateur de l'OMS à Lille, chargé de mettre en œuvre ce programme en œuvre en France. Et si cela vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Le retour des soignants qu'on a eu, c'est que c'est tout autre chose que la certification, que ce n'est pas du tout un examen ou un test ou quoi. C'est vraiment intéressant, une évaluation de voir ensemble et faire un état de la situation et de la chose. Ensuite, depuis avril cette année, il y a ces lignes directrices pour les services de santé mentale communautaire. Vous avez 7 guides sur différents aspects qui sont à votre disposition, des outils de formation en ligne. Vous voyez les différents sujets extrêmement intéressants, je trouve, pour les équipes soignantes. Et enfin, il faut dire que dans le cadre de ces 2 gros projets, et depuis des années, l'OMS a sollicité à tous les stades et a écouté le point de vue des membres de l'INUSP et bien plus loin, avec vraiment une attitude de ce qu'on appelle meaningful involvement, c'est-à-dire une implication réelle ayant du sens, ce qui est très, très rare parce que c'est quand même assez difficile pour nous d'être pris au sérieux ou d'avoir l'impression que notre avis est pris en compte et on n'est pas que là pour dire oui, c'est bien. Et enfin, très bientôt, l'OMS va sortir des lignes directrices sur la santé mentale, les droits humains et la législation. Nous travaillons également sur ces lignes directrices et ça sera extrêmement intéressant. Alors, moi, je vais poursuivre en me posant la question, du coup, les équipes mobiles, est-ce qu'elles arrivent à répondre à toutes ces problématiques, tout ce dont Stéphanie vient de parler là maintenant, donc qui sont vraiment des problématiques actuelles? Où se situent les équipes mobiles par rapport à ça? Alors, voilà, c'est vrai qu'avec Stéphanie, on choisissait les photos hier. Il y a eu la première Mad Pride à Paris en 2014 et on voit bien que dans les demandes, finalement, c'est la demande d'être prise en compte en tant que sujet. Alors, c'est vraiment la question aussi de se dire, est-ce que ce qui compte, c'est le lieu de soins, ou est-ce que ce qui compte, c'est le type de soins, en fait, qu'on va avoir et le type de soutien dont on va bénéficier. Est-ce que si on va à domicile et que finalement tout ce qui nous intéresse, c'est le traitement de la personne, est-ce qu'elle prend bien son traitement ou est-ce qu'elle ne le prend pas?
Est-ce que vraiment on est dans une philosophie du rétablissement ou pas? Est-ce qu'on va vers ce que Stéphanie vient de nous décrire et les préoccupations des personnes concernées? Stéphanie me parlait aussi de la problématique des visites des infirmiers, parfois libéraux, qu'on met en place tous les jours, qui peuvent être vraiment vécues en fait comme du contrôle social ou de l'assignation à résidence avec la sensation qu'il va y avoir une dénonciation à la clé si jamais on n'est pas là. Moi, je travaille en équipe mobile et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en place pour s'assurer de l'observance, et on attend bien des infirmiers à domicile qui nous appellent si jamais le patient ne prend pas son traitement. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a à réfléchir dans notre pratique. Et on sait très bien que les équipes elles-mêmes parlent parfois d'enlèvement. Hein? On va enlever le patient. Et je l'ai entendu moi-même pour le contraindre de nouveau à l'hospitalisation. On reconnaît que ce n'est pas la faute des soignants, mais que c'est malgré eux et qu'ils suivent la politique. Et on comprend très bien que ces pratiques exceptionnelles deviennent très souvent la règle, comme le péril imminent. L'idée, c'est de questionner vraiment dans nos pratiques finalement de soins, dans nos pratiques d'équipe mobile et dans l'évolution de nos pratiques, tous ces actes qu'on fait, tous ces dispositifs qu'on a, vers quel sens est-ce que ça va? T'as mis cette citation, Stéphanie: par bienveillance, tout le monde devient une balance. Il faut aider ces pauvres gens qui délirent. Voilà. Alors, l'idée, ce serait peut-être d'avoir un soutien, comme il a été envisagé par l'ONU. Donc, il y a eu une critique de la notion d'aller vers hier, mais c'est quand même la question du rétablissement et d'impliquer aussi toute la communauté, de se dire qu'on a beaucoup entendu parler de mobilité. C'est pour ça qu'hier, on discutait en disant est-ce que finalement c'est la mobilité qui compte ou l'idée de faire de la santé communautaire. Voilà. Alors, les équipes mobiles, une brèche par laquelle on pourrait éventuellement changer les choses vers un système communautaire. Alors moi, ça, j'y crois vraiment. Il me semble qu'on a la chance et on est dans une période où on a cette opportunité-là, vraiment de se dire que les équipes mobiles, elles pourraient nous aider à aller dans le sens dont parle Stéphanie. Mais c'est sûr que si on reste dans une logique économique, hospitalo-centrée, où on se dit, finalement, on n'a plus de moyens d'avoir des lits, donc on ferme des lits et du coup on crée des équipes mobiles, on se rend bien compte que ce n'est pas là où on va aller. On risque simplement de reporter ce qu'on faisait finalement avant et qui est critiqué par une partie des personnes concernées, et de le refaire tout simplement à l'extérieur. Vraiment avec aussi une psychiatrisation du social, en se disant finalement pour une personne qui n'a pas de domicile, est-ce que ce qui est le plus important, c'est le diagnostic qu'on va poser? Une approche sur peut-être une motivation qui vont être basée sur comment est-ce qu'on réfléchit le soin, penser l'espoir, la confiance, le type de soutien avec des dispositifs qui permettent de vraiment prendre en compte ce que souhaitent les personnes. Moi, ça me fait penser aux directives anticipées psychiatriques aussi. La question de la flexibilité au niveau des horaires, de la fréquence des visites, l'alliance thérapeutique, dans l'idée de cette confiance qui peut s'installer, de se dire qu'on est à l'écoute et qu'on va pouvoir s'adapter aussi. Et puis, le fait de se dire que la réussite de notre dispositif, c'est peut-être dans la non-dépendance à notre service. Se dire que si finalement la personne elle a toujours besoin d'avoir recours à ce qu'on propose, est-ce que vraiment ça veut dire que c'est une réussite? Mais il faut quand même peut-être que ce soit pour la durée souhaitée par la personne, parce qu'on sait qu'il y a des limites aussi parfois, et que les équipes mobiles peuvent être utilisées comme un facteur d'ajustement au niveau des budgets, au niveau du financement, ce qui est inacceptable. Et ça revient au même quand on pense à toute chose. Très souvent en France, je trouve qu'il y a cet aspect noir ou blanc, notamment avec la désinstitutionnalisation. Mais rien n'est noir ou blanc. C'est pas parce qu'on va ouvrir les asiles et trouver les moyens de donner une indépendance ou une autonomie de vie aux personnes que ils vont tous être dans la rue. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Il faut, à mon avis, réfléchir sur le fait qu'on doit trouver des solutions grises
et que ce n'est jamais noir ou blanc. Là, vous avez quelques citations d'usagers sur le terrain et je laisse la parole à Oui, alors Yvonne. je vois que le temps passe, on va avancer un peu. Peut-être que tu peux juste commenter la question de la confidentialité et de l'importance du secret professionnel dans la pratique. Pour nous, c'est parfois un problème, cette question de secret professionnel. Et l'idée dans la tête des soignants que je ne peux pas travailler sans ça. Et ce n'est pas vrai, c'est pour nous vraiment une confiance qu'on peut avoir et qui est vraiment illustrée dans une bonne pratique qui suit, qui est de la Suède. Et vraiment, je vous recommande de regarder cette pratique, aller à la limite les rendre visite en Suède. C'est un système lancé en 1995 déjà, et lancé et créé par des personnes en situation de handicap psychosocial elles-mêmes. Et c'est contrôlé par ces personnes qui sont des usagers et qui ont des médiateurs personnels qu'on appelle PO, Personal Ombudsman. L'objectif est de faciliter la prise de décision des personnes en situation de handicap psychosocial ou en situation de vulnérabilité dans le cadre du soutien dont elles ont besoin de la part des autorités publiques ou des services sociaux. Par contre, pas faire à la place ou pas faire ce que la personne ne souhaite pas. Le médiateur est une personne professionnelle, hautement qualifiée, généralement un avocat ou un travailleur social qui travaille exclusivement pour son client. Et on le dit bien, client, c'est un service. Ce ne sont pas des patients avec des soins. Et il s'agit parfois des personnes les plus difficiles à atteindre dans la rue, partout maintenant en Suède. Il s'agit d'instaurer une relation de confiance qui peut prendre très longtemps. Et cette pratique a été qualifiée de modèle pertinent pour la prise de décision accompagnée par le Comité des Nations Unies et par l'OMS. Cela permet à la personne de prendre des décisions relatives à des questions personnelles ou juridiques, de communiquer aux autres et de limiter les pratiques coercitives. Et depuis 2000, suite à une étude, ce système a été étendu dans l'ensemble du pays. Une évaluation a été faite et le résultat était que le dispositif était 5 fois moins coûteux en termes socio-économiques par rapport au système en place précédemment. Alors, du coup, pour poursuivre, c'est vraiment et pour finir aussi, c'est vraiment se dire, finalement, quelle recherche, quelle évaluation pour intégrer la question des droits, de la citoyenneté et de la justice sociale. C'est vrai qu'en France, on a un problème avec, on hiérarchise un peu la recherche qualitative et quantitative. On se dit que voilà, les recherches randomisées, contrôlées, c'est ce que je fais moi, c'est ce qui a de la valeur, etc. Et on a beaucoup de mal à intégrer tout ce qui va concerner le vécu de la personne. Quel est le réel impact des interventions sociales? Donc on évalue toujours le recours à l'hospitalisation, mais c'est ce qu'on disait, ce serait bien de voir aussi autre chose. La problématique aussi, on dit qu'on évalue les questions du rétablissement, mais c'est quelque chose qui a été très très critiqué par certaines associations aussi de personnes concernées au Royaume-Uni. Donc là, par exemple, quelque chose qui critique, c'est l'étoile du rétablissement. Donc, où c'était quelque chose qu'on cotait. Est-ce que la personne, à quel point la personne, elle arrive à gérer sa santé mentale? À quel point est-ce qu'elle arrive à atteindre un emploi? Comment sont ses relations personnelles? Et ça permettait comme ça d'avoir une sorte de graphique. Une sorte de recette qui nous est imposée. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce groupe qui est très actif sur les réseaux sociaux, Recovery in the Bin, qui a décidé de créer sa propre étoile, l'étoile du non-rétablissement. Donc, Recovery in the Bin, c'est le rétablissement à la poubelle. Et en fait, ils disent qu'eux, ils pensent que ce qui compte, c'est de se dire que c'est pas lié à la personne, c'est lié au contexte. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas à quel point la personne, elle vit dans un logement précaire, à quel point elle subit le sexisme, à quel point elle subit la perte de ses droits, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant parce qu'ils disent vraiment, c'est pas qu'ils sont contre l'idée du rétablissement, mais ils sont contre le rétablissement tel qu'il a été coopté et repris par le monde soignant et la façon dont on a de l'utiliser.
et pour discipliner et contrôler les personnes finalement. Eux, ce qu'ils veulent, ils parlent de justice sociale, de droits humains et économiques. Et c'est vrai que vous pourrez aller voir, hein, là je vous ai mis quelques-uns de leurs principes. Ils critiquent le fait que tout soit basé sur le vécu d'une personne qui peut être érigée en modèle et qu'on ne prenne pas en compte tout le reste. Alors la recherche, qu'est-ce qu'elle pourrait questionner ? Est-ce que finalement la recherche sur les équipes mobiles et le rétablissement actuellement, ça répond à tous ces enjeux? Comment est-ce qu'on évite aussi le fait que parfois les savoirs qui sont produits par les personnes concernées puissent être utilisés contre elles, ce qu'on appelle le weaponizing, l'arsenalisation finalement des connaissances contre les personnes concernées? J'avance un petit peu, Stéphanie, pour qu'on puisse finir. Et puis, je voulais aussi parler de la contrainte, parce que finalement, les équipes mobiles, on dit que c'est donner plus de choix, donner plus d'autonomie, mais finalement, qui le mesure? Ce qu'on voit à l'international, c'est que partout où il y a eu ces phénomènes de désinstitutionnalisation, finalement, il y a eu un report de la contrainte dans la société, dans la communauté, avec une explosion du nombre de ce qu'on appelle chez nous soins ambulatoires sous contrainte, qui est en augmentation au niveau international et là qui est en augmentation très forte en France aussi. Donc il faut réellement qu'on se questionne, nous, sur notre rôle en tant qu'équipe mobile et voir à quel point finalement on facilite le report de la contrainte dans la société. Il y a très très peu de recherches là-dessus. On a plein de données avec Magali Coldefi qui travaille dessus, mais ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. C'est une priorité européenne. Je fais partie d'un groupe de chercheurs européens qui travaillent là-dessus. Il y a un gros financement, mais il n'y a pratiquement pas de Français. On est 2. Et du coup, c'est la petite infirmière parce qu'il n'y a pas eu grand monde pour s'intéresser au sujet. Alors voilà la question de l'extension aussi du filet de l'institution, hein, ça renvoie aux questions de Foucault. Et puis je renvoie du coup à ce qu'a dit Delphine hier finalement. Est-ce que le secteur, elle a dit que c'était une révolution avortée, est-ce que nous on risque pas, dans ce qu'on appelle nous notre révolution des équipes mobiles, de l'avorter aussi, parce que finalement aller vers pourquoi faire? Est-ce que ça peut être aussi, on se dit, une occasion de reprendre cette révolution, d'aller vers ce modèle biopsychosocial et de réfléchir les choses autrement. Je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut avancer et se dire qu'on peut vraiment essayer d'apprendre des expériences étrangères. Ils sont passés par là depuis longtemps, ils ont fait des erreurs et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse s'en inspirer et aussi de leur réussite, comme l'a dit Stéphanie. J'ai quand même mis un petit mot sur la question des mineurs pour l'avenir, puisque la question des droits des mineurs, etc., même sur la mobilité, c'est quelque chose sur lequel on se penche très très peu aussi. Voilà pour finir. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cet exposé clair dans le temps, ces questions tellement précieuses que vous posez, que vous nous posez. Je voulais savoir si quelqu'un dans la salle souhaitait poser une question par rapport à tout ce qui a été dit là. Oui ? Je voulais aborder la question de la désinstitutionnalisation et quelque chose qu'on met quand même en opposition, je trouve, assez facilement avec les équipes mobiles. Est-ce qu'il faut parler de déshospitalisation ou de désinstitutionnalisation? Parce que pour moi, la désinstitutionnalisation, c'est créer des équipes qui vont fonctionner sans des cadres, qui sont... on a entendu beaucoup d'équipes aujourd'hui mobiles et on voit que le travail du cadre de ces équipes est extrêmement précis, très rigoureux, que leurs missions sont très identifiées et qu'on a pu entendre aussi à quel point ils avaient le souci de bien vérifier dans leur travail et leur pratique que les choses étaient dans leur mission. Donc je suis très étonnée
Je trouve que c'est un discours politique qui crée peut-être une confusion dans les langues, parce que la déshospitalisation et la création d'équipes mobiles, pour moi, c'est pas une désinstitutionnalisation. D'autre part, on entend aussi qu'il y a beaucoup d'équipes mobiles qui dépendent du sanitaire, qui sont construites en continuité du sanitaire. Et la question de la désinstitutionnalisation. Oui. Alors, sur cette question-là, là, vous parlez du point de vue des professionnels. Quand on parle de désinstitutionnalisation, on parle de la désinstitutionnalisation des personnes concernées, en fait. Que les professionnels souhaitent être adossés à une institution, à la limite, j'ai envie de dire, quelque part, ça les concerne. Quand on parle de désinstitutionnalisation, quand l'ONU parle de ça, il s'agit du fait, clairement, que les personnes n'aient pas suffisamment l'opportunité de pouvoir vivre ailleurs qu'à l'hôpital ou des foyers. C'est ce qui a été critiqué aussi, qu'en France, il y a une habitude de l'institution. Quand les personnes ont des difficultés à être autonomes ou quand elles ont un handicap, on a tendance en France à les orienter vers les institutions. Il y a eu beaucoup d'investissements là-dessus. Là où l'idée, ce serait plutôt aussi, c'est aussi l'idée du développement des équipes mobiles, de fournir aux personnes les moyens de pouvoir vivre en société avec, en mettant en place tout ce dont elles peuvent avoir besoin. Voilà, je suis entièrement d'accord avec Yvonne et que je pense que votre rôle en équipe mobile est très intéressant pour aller vers la désinstitutionnalisation. On sait qu'il y a un grave problème de cela en France et une toute autre mentalité, une peur, une crainte aussi, un paternalisme qui perdure. Mais je pense que ça vaut le coup de comprendre et de réaliser vraiment une vie autonome pour tout le monde à égalité avec les autres, avec l'accompagnement nécessaire et souhaité par ces personnes. Oui, là, je pense que oui, donc je voulais réhabiliter le mot soin. Donc je pense que je peux me permettre, parce que je ne suis pas d'origine française, je trouve que le mot soin est magnifique en français. Prends soin de soi, prends soin de ton enfant. Donc les soins, pour moi, rien de négatif. Et d'ailleurs, en anglais, on dit caregiver, donneur de soins. Donc soignant, on dit take care, prends soin de toi. Donc fais attention, c'est beau aussi. Donc le soin en français, je trouve que c'est magnifique par rapport à d'autres langues où ce mot-là n'existe pas sur cette façon-là. On traite les patients, on donne des traitements, mais on ne donne pas des soins. Donc voilà, bravo aux Français. Absolument, et le mot soin, c'est loin d'être care. Et c'est pour ça que les Français maintenant emploient ce mot care en anglais directement. Et le soin et le traitement a toujours été associé aux médicaments, à cette approche biomédicale. Alors que le soin peut être toute autre chose, le traitement aussi peut être une thérapie ou autre chose qu'un traitement chimique. Une petite question au fond de la salle. Oui, juste très rapidement. Je voudrais vous remercier, Madame Stéphanie Houlet, pour avoir rappelé cette phrase essentielle qui avait été dite d'ores et déjà hier par Jérôme Albertini, à savoir l'importance d'aller à la rencontre, non pas de patients, mais à la rencontre de l'autre. Sachant que cette rencontre implique, c'est une rencontre interactive, c'est une rencontre entre un sujet qui va aller justement à la rencontre et puis un autre qu'on va rencontrer. Pour pouvoir faire émerger cet autre, c'est important de pouvoir prendre complètement la mesure qu'on s'adresse, que cet autre a en effet a plusieurs identités, pas uniquement une identité de patient. Il a une identité aussi de patient qui peut avoir besoin de soins, mais pas que. Il peut avoir une identité de citoyen, de sujet créatif. Et c'est là où je pense en effet que les lieux, même si on se dit c'est pas tellement le lieu mais le type de soins, les lieux jouent un rôle important parce qu'en effet dans le lieu qui va être le lieu de soins, eh bien on va en référer, on va en appeler, on va convoquer l'identité de patient. Dans un lieu qui est le domicile, on va convoquer autre chose, le sujet qui va avoir une famille, qui peut être parent, qui peut faire partie d'une fratrie. Si on rencontre un adolescent sur un terrain de cross où il a une compétence en faisant du vélo cross, etc., on va le convoquer sur une autre dimension qui va être la dimension d'un sujet
sujet sportif qui a aussi un corps et qui peut tout à fait être compétent au niveau de son corps et de sa corporalité. Je pense aussi à Alain Mercuel, où je pense qu'il est juste en bas de ma main, qui, par rapport aux personnes sans domicile fixe, va leur demander de payer avec, si elles savent faire un dessin, et qui va du coup convoquer le sujet créatif, l'identité créative, et qui va faire que le patient SDF n'est pas qu'un patient SDF, mais qu'il a beaucoup plus d'identité. La difficulté là-dedans, parce que ça paraît très, très sympathique pour tout le monde de dire ça, c'est comment on arrive à faire apparaître l'autre et cette pluralité d'identité. Et c'est là où il faut en effet avoir une véritable réflexion, que ce soit sur aller rencontrer l'autre dans des lieux différents, que ça soit au niveau des dispositifs de soins. Là, je pense à tout le projet qu'on est en train de mettre en route, qui va être finalisé vendredi prochain, et qui est qu'en hospitalisation de temps plein sur 13 lits d'adolescents 16-18, du lundi, c'est fini, ouais. Du lundi au vendredi, ils étaient hospitalisés 7 jours sur 7, et ils étaient hospitalisés du lundi au dimanche, et on va transformer cette unité d'hospitalisation de temps plein pour adolescents en unité uniquement du lundi au vendredi, et les soignants qui étaient là le week-end vont se déplacer pour aller rencontrer ces jeunes, que ce soit dans les familles biologiques, les familles d'accueil, les foyers, avec tout un travail avec les familles. Voilà. Donc je pense qu'il y a, et ça c'est un exemple, mais il faut avoir en effet des idées. Cet autre, il ne peut pas apparaître non plus comme ça, avec sa pluralité d'identité, s'il n'y a pas une réflexion sur comment on va à la rencontre de l'autre. Alors là, il y a une question. Excusez-moi, j'essaie depuis tout à l'heure de prendre la parole. Une question, s'il vous plaît. Une question. Oui, alors c'est une question. Oui. Vous avez parlé d'un programme de recherche sur la réduction de la contrainte, si j'ai bien compris. Oui. Comment on fait pour participer ? Alors, attendez, juste, ma question elle se déploie en 2 autres questions. Moi, non, mais il y a des sous-questions. Vous allez avoir quelqu'un sur le dos, je crois. Parce qu'en fait, il y a des disparités. Vous avez cité les chiffres de Magali Coldefi en disant qu'il y avait une augmentation globale de la contrainte. Moi, je la vois, je suis avocate, donc les gens, ils viennent me voir après pour faire des procès aux hôpitaux. Donc, je la vois bien, l'augmentation de la contrainte. Oui. Il se trouve qu'il y a des disparités énormes sur le territoire. Il y a des services qui ont les mêmes moyens, ça je voulais quand même le dire, qui ont les mêmes moyens, qui ont des bassins de population comparables et qui ont des politiques de services de réduction de la contrainte extrêmement disparates. Donc c'est super d'aller voir à l'étranger. J'ai toujours été partisane de ce fait-là. Mais on peut déjà regarder en France comment on arrive à réduire la contrainte. Et ça, on peut l'évaluer et le verser dans une recherche qui aura peut-être un impact sur la législation. Alors, ça tombe super bien que vous parliez de ça, parce que c'est justement la recherche que je suis en train de faire. J'en ai pas parlé là, parce que je peux pas parler de tout. Mais la recherche PlaidCare qu'on est en train de faire, je sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, on va aller regarder les établissements en France qui ont pratiquement pas de recours à la contrainte, parce que justement, on travaille avec Magali Coldefi, et il y a des grosses disparités, effectivement. Et on va aller chercher à comprendre les leviers. Qu'est-ce qui se passe dans ces établissements qui fait qu'ils n'utilisent pratiquement pas d'isolement et la contrainte ? C'est un travail qu'on fait avec des sociologues aussi. Je retourne à Lille la semaine prochaine. Il y a plusieurs établissements. Voilà. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est extrêmement important. Mais je pense que c'est important de voir ce qui se passe à l'extérieur aussi, rien que dans l'intérêt qu'ils portent à toutes les ressources qu'ils ont. On a plein de données en France, on a plein de chiffres. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas grand-chose pour l'instant. Merci. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps sur cette question. Je suis désolée. Je vais interrompre.